Bonjour à tous, bienvenue et ravi de vous retrouver pour Politique et Éco. Cette semaine, notre invité est analyste économique, directeur de la rédaction de Géostratégie Magazine. Il est également essayiste et chroniqueur sur TV5 Monde. Tom Benoît, bonjour. Bonjour Pierre. Alors Tom Benoît, on va évidemment parler avec vous de ce qui se passe aux États-Unis et des répercussions de la politique de Donald Trump. Partout dans le monde, puisque Donald Trump a déclaré « je gouverne les USA, je gouverne le monde ». Exactement, le nouveau chef d'État du monde. Alors on nous parle beaucoup d'un nouvel ordre économique mondial, depuis que le chef d'État américain a lancé sa politique commerciale. Pourquoi est-ce aussi chaotique ? Ouais, ou peut-être plutôt un nouveau désordre, un nouveau chaos, puisque s'il y a du chaos, il n'y a pas spécialement de l'ordre, on va dire. Un ordre qui va naître par le chaos. Qui va naître par le chaos, probablement. Chaos, paraît-il. Alors, la question des droits de douane, là, aujourd'hui, est surtout de se dire, finalement, est-ce que Donald Trump va revenir dessus ? Est-ce qu'il y aura des droits de douane aussi élevés qu'espérés ? Moi, ce qui m'intéresse, aussi élevés qu'annoncés, ce qui m'intéresse surtout aujourd'hui, c'est d'analyser les points de bascule, à partir de quel moment le cauchemar balaye le rêve, parfois, ou à partir de quel moment on se réveille, surtout, et on se dit, finalement, les institutions, parce que c'est souvent les institutions, donc les banques centrales, ou alors les États, Donald Trump, chef d'État, par excellence, chef du plus gros État, sont crédibles au sens où leurs déclarations vont être écoutées par les marchés et où les marchés vont les mimer, vont les suivre. Parce que ce qui compte finalement, c'est ça. Sur les monnaies par exemple, si vous avez des fluctuations sur les taux, parce que la Banque Centrale Européenne va vendre des réserves de dollars, ou parce que des réserves de titres d'ailleurs finalement, parce que c'est pas du cash qu'ils vendent directement, c'est plutôt les titres pour ensuite vendre le cash. Mais ça c'est un autre sujet plus technique. Mais, ou lorsque la Fed va vendre des euros s'ils ont des réserves en euros. Ce qui compte réellement, c'est pas le montant qui est vendu par la Banque Centrale Européenne ou par la Réserve fédérale. C'est ce que les marchés, donc tous les agents économiques, mais au sens très financiarisé, puisqu'aujourd'hui, réellement, l'économie, c'est une économie qui est ultra, pas libéralisée, mais financiarisée. C'est le poids de l'économie réelle sur le Forex. Je sais pas combien ça doit être, mais c'est 8% au maximum, c'est le maximum. C'était 80% en 1970. Tout le reste, c'est les hedge funds, c'est les banques, c'est tout ce flux-là. La spéculation. La spéculation, beaucoup. Alors, une part considérable pour la spéculation, et puis après, pour tout ce qui concerne les mouvements des sociétés financiarisées. Donc effectivement, il y a les ventes de titres, les forwards, tous les contrats qu'on achète à un prix déterminé à l'avance, avant même finalement de payer, toute cette spéculation qui génère des flux. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ce qui compte lorsque une banque centrale va annoncer quelque chose, ou lorsqu'un Donald Trump, un chef d'État, va annoncer, c'est ce que les marchés vont faire par rapport à la volonté. Donc c'est très psychologique. C'est que finalement, le marché, c'est pour prendre un terme qui va plaire... Vous êtes en train de nous dire que en fait, le politique est en train de reprendre le pouvoir sur l'économique. Il essaie de le garder déjà. Que l'économique doit rester l'intendant. C'est pas ça, c'est que ce qui m'intéresse surtout, c'est de savoir jusqu'à quel moment le politique va garder le pouvoir parce qu'on va le croire, parce qu'il va être crédible. Parce qu'à partir d'un moment... Si finalement, avec de la monnaie, vous ne pouvez plus faire ce que vous voulez faire et que vous passez par les crypto-monnaies, les banques centrales, c'est grillé. Si les chefs d'État n'arrivent pas à militariser les choses comme ils le faisaient précédemment, quand je dis les choses, je veux dire les hommes et les événements, pour paraphraser De Gaulle. Dans le tumulte des hommes et des événements, la solitude était une tentation, maintenant elle est mon amie. Mais à partir de là, vous allez avoir le business qui va reprendre le contrôle, comme sur le yuan. Le yuan, c'est une monnaie de business, par exemple. C'est une monnaie qui ne dépend pas des titres. Le dollar, c'est une monnaie qui dépend des titres. Warren Buffett, par exemple, on dit qu'il détient du cash aujourd'hui, des sommes considérables de cash, 300 milliards. Non, il détient, je dirais, une quarantaine de milliards à peu près de cash, donc c'est-à-dire de monnaie M2, c'est pas du cash, c'est pas des billets, ni des pièces, mais il détient une quarantaine de milliards de monnaie M2 sur des comptes, donc libellé en dollars essentiellement. Ça, c'est de la liquidité, au sens premier du terme. Et tout le reste, c'est ce qu'on appelle les T-bills, donc c'est-à-dire les titres de dette américaine à très court terme, entre 4 et 52 semaines,
Et étant donné qu'on s'imagine que l'État américain va pas faire faillite d'ici 52 semaines, on assimile ça à du cash. Parce qu'on se dit que si Warren Buffett, je prends un exemple très précis pour imager, puis en plus Warren Buffett, généralement tout le monde comprend parce qu'on attend ce qu'il fait, ce qu'il vend, ce qu'il achète. Et si Warren Buffett a besoin de cash, donc réellement de monnaie M2, parce que si vous voulez prendre des positions sur une valeur, par exemple sur une société, ou si vous voulez faire même du capital risque, Warren Buffett en fait un peu, hein, finalement, il investit aussi dans des sociétés non cotées. Il faudrait considérer que le capital risque serait moins risqué d'ailleurs que sur les marchés actions, mais ça c'est aussi un autre sujet. Mais il vend ses T-bills et il se retrouve directement avec du cash. Ça veut dire que le système aujourd'hui part du principe que les T-bills, on peut les vendre très facilement, c'est très liquide, donc on se retrouve avec du cash. Mais c'est pas du cash directement. Et tout ceci repose quand même sur l'énorme crédibilité, justement, à la fois des États qui doivent être solvables, surendettés peut-être, mais quand même solvables, qui doivent être en capacité de lever l'impôt sans que leur population s'en aille, que les banques centrales soient écoutées. Et pour revenir réellement, je vous laisse poursuivre ensuite, moi ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de me dire jusqu'à quand finalement ces institutions et ces États vont-ils être crédibles, que ce soit Donald Trump pour l'État américain par rapport à ce qu'il dit. Oui, on voit qu'il fait de multiples volte-face ces derniers temps, annonçant des droits de douane, les suspendant, annonçant qu'il veut limoger son président de la Fed. C'est comme avec les femmes, ça vous savez. Les femmes parlent beaucoup de pervers narcissiques aujourd'hui. C'est les montagnes russes. Oui. Moi j'ai un privilège, c'est que j'ai une très bonne amie qui avait écrit un livre sur les pervers narcissiques justement, et lorsqu'elle me l'avait dédicacé, elle m'avait, c'était à Monaco, signé une phrase très agréable, c'était « Tom, toi, je pense que tu ne l'es pas, pervers narcissique. » Mais la méthode du pervers narcissique, c'est de tromper l'ennemi, l'ennemi ou l'allié. Si c'est la femme, c'est pas l'ennemi normalement. Quoique, ennemi et allié. Et si vous êtes chef d'État, c'est la même chose. Ennemis et alliés, c'est ceux avec lesquels vous commercez. Donc comme dans un couple, homme-femme, association de malfaiteurs, entre guillemets, mais privée, et association de malfaiteurs de business entre États et de politique. Le principe de la réelle politique, mais au sens Hubert Védrine, voilà, cette génération-là. Donc, réelle politique entre les États-Unis et la Chine, c'est quoi ? C'est vous fabriquez beaucoup, vous avez vos raisons, vous voulez reprendre le contrôle en quelque sorte, redevenir une grosse puissance industrielle, donc pour le moment vous êtes moins bien payé, gros contrôle de capitaux, moins de liberté. C'est vrai que si vous avez du yuan aujourd'hui, vous êtes businessman chinois, vous le convertissez pas aussi facilement que si vous avez du dollar. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui les Américains avaient le monde entier. Ils avaient déjà investi partout, avec leur monnaie. Par contre, les Chinois, ceux qui se disent les dirigeants chinois, c'est nos businessmen chinois, ils vont peut-être avoir envie d'investir ailleurs. Vous nous dites, Tom Benoît, que le président américain a raison de jouer avec les émotions, à faire des volte-face. Qu'est-ce que vous en pensez de cette politique-là économique ? Mais il est en train de reprendre le contrôle d'une façon phénoménale et prodigieuse, et personne ne le voit ou tout le monde le nie. Et sur qui alors ? Mais sur le monde entier, vous avez aujourd'hui les entrepreneurs qui sont les gros entrepreneurs français, ou allemands, ou britanniques, qui vont investir leur cash aux États-Unis. Donc vous allez avoir des créations d'emplois aux États-Unis. La méthode est très simple, si vous êtes déjà en plein emploi, comme c'est le cas pour les États-Unis, qu'est-ce que vous allez avoir tout simplement ? Si vous avez des créations d'emplois là-bas et de l'argent qui arrive, vous allez avoir une pression à la hausse sur les salaires. Il vaut mieux avoir une pression à la hausse sur les salaires qu'une pression à la baisse sur les salaires. Ce que n'ont peut-être pas compris les dirigeants européens aujourd'hui. Ce qui est un peu la pierre angulaire d'une économie réelle, stable. Et Donald Trump a compris quelque chose de très clair, c'est que ce que je m'évertue, si je puis dire, à expliquer à des personnes qui font les sourdes oreilles, si je puis dire, en France principalement, économistes y compris, c'est que le principe de la simple architecture qui permet d'attirer la richesse vers soi est terminé. Pourquoi ? Parce qu'il y a plein de raisons, elles sont multiples, on communique beaucoup plus vite qu'avant aujourd'hui. Il y a les visioconférences, il y a l'hyperconnectivité, il y a le fait qu'on puisse faire des calls de partout. Donc même si on fait par exemple du capital risque, sous du VC, ça veut dire que j'investis dans une société non cotée. Pourquoi on appelait ça capital risque jusqu'à présent ? Investir dans une société non cotée plutôt que par les marchés actions dans des grosses sociétés. Parce que Amazon, c'est quand même très solide. Pourquoi ? C'est très gros. Par contre, la petite société, l'entrepreneur qui a eu une idée, qui s'est dit « je peux faire ça, je vais le monter », c'est quand même risqué. Mais on peut peut-être gagner de l'argent.
Et aujourd'hui, c'est beaucoup moins risqué. Pourquoi ? Parce que vous allez prendre un avion pour aller à Moscou. Alors, Moscou, c'est un petit peu plus long aujourd'hui. Vous allez visiter la personne, vous allez visiter les équipes, la structure. Et en même temps, vous pilotez vos affaires qui restent en France en visio. Et quand vous revenez en France, vous pilotez vos affaires là-bas en visio aussi. Et tout se passe comme ça. Donc, ça veut dire que l'architecture du dollar, l'architecture de la bourse américaine, 60% des capitalisations, c'est la bourse américaine aujourd'hui. Je veux dire, le principe de la bourse, c'est un système américain, il faut quand même le comprendre. Ça ne peut pas tenir par le simple fait que c'est là. Et ça, Trump l'a compris. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'il va falloir ? Il va falloir se remettre à la page industrielle. Moi, ce que je prédis à tout le monde aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui est sous nos yeux et qu'on ne voit pas venir. Il va y avoir, avec l'essor de l'intelligence artificielle notamment, une possibilité pléthorique, une quantité un champ des possibles démesuré pour la création de nouveaux appareils de production. Donc il y a beaucoup de choses qui, par exemple, sur les sociétés de la tech, tout ce qui repose sur les interfaces, les plateformes, ça pourrait être dupliqué très facilement. Vous ne pourrez plus garder le monopole. Exactement comme les chaînes de télévision ont perdu leur monopole. Auparavant, vous vouliez être connu... Vous nous annoncez la fin des GAFAM en tant que hyperpuissance ? Oui, absolument. Je vous annonce en tout cas la fin des GAFAM comme ayant la possibilité d'entretenir certains monopoles, parce que le principe de la plateforme aujourd'hui sera fini, par exemple. Ce qui va être important, par exemple, sur la diffusion, si on parle des émissions, si on parle des programmes, la fiction... Vous n'avez plus besoin d'une plateforme, vous avez besoin d'être en capacité de produire. Donc si moi demain, par exemple, je vous dis je suis en capacité de produire parce que je vais réaliser une émission sur l'industrie américaine et que je fais un entretien avec Scott Bessent, Donald Trump et que je vais visiter tous les data centers, là, l'émission va être regardée. Par contre, si je vous dis j'ai pas accès à tout ça, mais je vais être diffusé sur Netflix, mais je sais pas ce que je vais produire, je vais vous produire une émission que personne ne regardera, sur Netflix ou pas. Donc le monopole du diffuseur ou le monopole de la plateforme comme Amazon qui permet d'acheter et de vendre, c'est terminé. Par contre, il y a des choses qui ne peuvent pas être dupliquées. Ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes en capacité de fabriquer un écran, moi, si je peux me passer d'Amazon, je peux pas me passer d'écran par contre pour vendre mes produits. Et la société est en train, encore plus qu'auparavant, de se numériser. Donc tous ceux qui fabriquent, justement, c'est ce que j'expliquais assez récemment, de la mémoire, qui ont la capacité de conserver les data centers, la fabrication de semi-conducteurs, toutes ces sociétés qui sont les sociétés industrielles de la tech vont avoir une croissance fulgurante. Et après, ce qu'il faut bien comprendre quand on parle de passer beaucoup sur les capitalisations boursières, dès lors que l'on voit des capitalisations boursières maigrir, en quelque sorte, et la société va mal. Attention, c'est pas si simple que ça. Le marché action, c'est un marché secondaire, hein. LVMH qui arrive en bourse, alors LVMH ça fait un moment, mais comment dire, si vous prenez n'importe quelle société qui fait une IPO, Huawei par exemple en Chine, société que j'aime bien, plus grosse IPO de l'année en 2023, il lève 3 milliards en USD, 20 milliards de yuan, 3 milliards en USD. Donc il lève ceci. Et puis après vous avez les titres, donc vous avez des détenteurs de titres. Mais ces titres vont naviguer sur le marché secondaire, et c'est là aussi très psychologique. Si on se dit que le secteur va marcher, qu'il va rapporter de l'argent, on a envie d'acheter les titres sur le marché secondaire, et ça fluctue à la hausse, à la baisse, c'est les capitalisations. Mais c'est pas ce qui fait réellement l'économie, pour ainsi dire, de la société. Donc le principe aujourd'hui de tout estimer, je vais essayer d'être bref, je veux dire, par rapport aux fluctuations des capitalisations boursières, est galvaudé. Il faut analyser les réalités de marché, mais pas seulement les fluctuations boursières. Parce que si vous êtes Apple, par exemple, vous êtes séduisant. Si vous êtes LVMH, vous êtes séduisant. Il y a beaucoup de gens qui ont acheté des actions LVMH. Pourquoi ? Parce qu'LVMH, et j'ai rien contre LVMH, tout le monde le sait, mais je veux dire, parce que on a envie aussi d'avoir des actions LVMH en portefeuille. Ça fait classe. Et on a moins envie d'avoir une action d'une valeur industrielle d'une société. Donc, je vous entendais dire récemment, par exemple, quand même, que le luxe allait s'effondrer. Vous nous parlez d'LVMH. Oui, ça, c'est une certitude, parce qu'aujourd'hui, vous avez là aussi... On nous a toujours répété qu'en France, le luxe, c'était génial, que ça marcherait toujours. Moi, j'ai beaucoup d'amis très... rapidement, là, sur ce sujet. Ouais. Très brièvement, très riches, qui ne sont pas clients aujourd'hui des grandes firmes de luxe sur du textile, de la brocannerie. Pourquoi ? Parce que finalement, ça fait presque low class aujourd'hui. Et ils préfèrent avoir le sac en croco de tel créateur. Alors ça se reconnaît que dans des milieux d'initiés, ça coûte encore plus cher. Après, vous allez avoir des groupes comme Ferrari, par exemple, qui est distinct de Stellantis. Avant de vous acheter une Ferrari, il faut quand même économiser 500 000. Hein.
Moi, j'aime beaucoup la dernière Puro Sangué, mais si vous voulez acheter la Puro Sangué, aujourd'hui, il faut débourser 500 000 de cash. Revenons un petit peu à du global avec vous, Tom Benoît. On a entendu le président américain nous déclarer que ces droits de douane allaient bien porter leurs fruits. Où en sont les marchés aujourd'hui ? Les marchés actions, vous voulez dire ? Oui. Marchés actions américains, ils étaient totalement surévalués. Donc, qui maigrissent après par rapport aux droits de douane ou par rapport... Vous avez eu un afflux de liquidités énorme après le Covid, par rapport à une pénurie. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout part un peu de la période du Covid. Les économies mondiales à l'arrêt, d'une façon sans précédent, personne ne l'avait vu venir, ça. Donc, vous avez un ralentissement immédiat de la circulation de la monnaie, avec le même volume monétaire finalement. Donc vous avez... Vous savez, vous regardez sur le marché d'échange, justement, les volumes échangés chaque jour. Aujourd'hui, ça doit être plus de 7 000, entre 7 et 8 000 milliards. Donc c'est colossal, si vous comparez ça par rapport à la finalité, en quelque sorte, au PIB. Les PIB annuels, je ne sais pas combien on est, mais ça doit être 100 000 à peu près aujourd'hui. Donc vous avez finalement beaucoup d'allers-retours aussi entre la plus grosse paire, c'est justement dollar, euro, et vous avez beaucoup d'allers-retours comme ça entre les sociétés de gestion bancaire, les banques centrales un peu, les banques centrales c'est minime, ça doit être 5% des échanges, et quand vous arrêtez une économie, vous retrouvez avec le même volume monétaire, vous n'avez plus suffisamment d'échanges. Donc ça veut dire que à partir de là, ce qui s'est passé en 2020, les institutions ont décidé pour contrebalancer, parce qu'il y a des sociétés qui avaient besoin quand même de se financer, de continuer à être alimentées, mais les économies étaient à l'arrêt, d'injecter des liquidités. Donc il arrive des liquidités dans le circuit, et quand la situation est revenue à la normale, ces liquidités, elles sont parties à quel endroit ? Dans les marchés actions américains, essentiellement. Donc on avait à partir de là des marchés actions américains qui étaient surévalués. Moi j'ai une théorie très précise également, c'est que Donald Trump savait que, quoi qu'il en soit, les marchés actions américains allaient être dégonflés pour toutes les raisons que j'évoquais précédemment. Et ça ne lui a pas déplu de voir les marchés actions non plus se dégonfler en même temps que tous les autres, et que les plus grosses pertes soient aussi au Japon, et que ça baisse un petit peu en Chine et en Europe, par rapport à un chaos qui a été semé, plutôt que si demain... Eh bien, il y avait des gens comme moi qui se seraient dit, finalement, et qui ont parfois un peu d'influence aussi, en toute modestie, mais qui se seraient dit, finalement, je vois que BYD marche très fort, je parle souvent de BYD, mais il y a d'autres groupes aussi, Chery, par exemple, qui produit en Russie, qui a inondé le marché automobile en Russie. On va investir aussi sur ces groupes-là, ou ailleurs, même au Moyen-Orient, ou aussi faire plus de venture capital, et plus seulement sur les géants de la tech, et que là, ça serait seulement les géants américains qui se seraient effondrés. Là, ça aurait ennuyé les US. Les marchés, donc, se sont quand même pris une bonne claque. Le dollar baisse aussi par rapport à l'euro. La stratégie de Trump sur sa monnaie, c'est quoi ? Mais il n'y a pas de stratégie après, mis à part avoir une économie forte. Sur la monnaie, c'est ponctuel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, alors évidemment, là, le dollar a un peu baissé vis-à-vis de l'euro. Il faut que les européistes ne se fassent pas de fausses joies en se disant « Ah, ben vous voyez, l'euro, et c'est très ponctuel. Il y a eu un afflux, justement, par rapport à la situation donnée de liquidité, justement, vers la zone euro. Ça a fait monter l'euro, mais d'une façon très, très, très brève, en quelque sorte. Mais ce qui est intéressant... Avec ça, c'est sur le long terme le fait que la volonté affichée de Donald Trump est de réindustrialiser les États-Unis et que pour le fait, il ne faut pas avoir la monnaie la plus forte systématiquement par rapport aux autres monnaies. Il faut être compétitif comme les Chinois veulent être compétitifs également. Or, pour être tout à fait synthétique et clair, pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il vaut mieux garder du dollar, de l'euro, du yen, du yuan ? Rien de tout ça. Quoi qu'il en soit. Ce qu'il faut bien que les gens comprennent aujourd'hui, c'est que là, si c'est de la monnaie circulante, si on parle de monnaie sur des comptes aujourd'hui, évidemment que c'est un risque énorme de garder des liquidités, c'est-à-dire du cash qui ne soit pas placé. Après, c'est une question de feeling. Moi, j'expliquais il y a un an que l'or allait monter, l'or a monté. Aujourd'hui, j'explique qu'il n'est pas inintéressant d'investir en ayant des structures après plus pour se parer des dérives politiques par rapport on va dire, à la défiance vis-à-vis du droit de la propriété dans l'immobilier. Alors, immobilier très ciblé, attention, mais si vous regardez ça sur du long terme, les entrepreneurs qui nous écoutent aujourd'hui, quoi qu'il en soit, ils savent que faire de leur cash, ils en ont besoin. Donc ils n'en gardent pas des tonnes. Si vous êtes entrepreneur, vous avez tout investi. Donc généralement, ce sont les épargnants. Et les épargnants se disent,
Je veux pas perdre de la valeur, mais en même temps, je veux pas faire de business, je veux pas faire de capital risque. Donc aujourd'hui, j'avais soit gardé du cash, soit les marchés actions, soit l'or. C'était un peu ça. Sur le moyen, long terme, le cash va baisser, donc quelle que soit la devise, vous prenez un risque. Après, l'or va monter sur le long terme, vous pouvez avoir des petites fluctuations là dans un avenir très proche. Et si vous voulez une unité de mesure aussi intéressante, ça reste l'immobilier de prestige dans des zones qui ne sont pas duplicables. Donc vous avez certains biens aussi qui peuvent être de bons placements sur la Côte d'Azur, autour de Monaco par exemple, à Beaulieu-sur-Mer, ou sur la côte italienne aussi, parce qu'on dit l'immobilier italien vaut rien, oui, non, mais pas sur toute une partie côtière. Et là vous avez des prix finalement qui n'ont pas augmenté durant ces dernières années. Moi, si je regarde j'image volontairement pour avoir un exemple très concret, hein. L'appartement Vumer à San Remo à 400 000 euros entre 2015 et aujourd'hui, il n'y a pas pris de valeur. Par contre, l'or a pris une valeur énorme. Les marchés actions ont été gonflés. Donc, ça veut dire que finalement, ça n'a pas été inflationniste là-dessus. Là, vous n'avez pas eu il y a un petit temps de retard. Donc, vous allez peut-être avoir finalement une remise à niveau également sur certaines catégories de biens. Après, oubliez tout ce qui est normé, voilà. Les contreparties de ces droits de douane sur les pays à l'égard desquels ils sont, pour les pays qui sont touchés par ces droits de douane, ça va être quoi les pays les plus frappés en fait ? Incontestablement la zone euro aujourd'hui, parce que très sincèrement il y a plusieurs blocs, donc le bloc on va dire des BRICS avec la Russie aujourd'hui qui s'en sort particulièrement bien, quoi qu'on en dise, parce qu'il y a une industrie très solide en Russie, une économie fermée, un contrôle des capitaux qui a soutenu le rouble, personne ne l'admet d'ailleurs, mais le rouble a énormément monté face au dollar depuis le début de l'année, par exemple si vous regardez, je crois que c'est ce qui ennuie les Russes d'ailleurs, les Russes n'ont pas l'impression d'avoir un rouble affaibli aujourd'hui, ils voudraient que le rouble baisse encore un petit peu vis-à-vis du dollar. Et donc vous avez des blocs comme ça qui sont très industriels, la Chine, croissance fulgurante aussi, une marge de manœuvre considérable sur le plan monétaire, des appareils de production qui inondent différents marchés, le Moyen-Orient qui risque d'avoir finalement une problématique par contre purement monétaire, par exemple Dubaï, parce qu'ils ont quand même une monnaie qui est arrimée au dollar et pour eux, avoir une fluctuation à la baisse aujourd'hui, finalement, ça pourrait les embarrasser par rapport à tout ce sur quoi ils avaient misé, notamment l'immobilier ces derniers temps. Il y avait quand même beaucoup de la construction. L'immobilier, c'est une industrie, au-delà de la simple industrie énergétique, qui est très importante au Moyen-Orient. Et en ayant une monnaie arrimée au dollar, les fluctuations à la baisse pourraient être compliquées. Singapour, d'ailleurs, qui a une monnaie, le dollar de Singapour, qui n'est pas arrimée au dollar, pourrait s'en sortir assez bien dans la situation à venir, parce que eux se retrouvent quand même très proches de la Russie et de l'Asie. Donc vous avez une amitié officieuse entre la Russie et Singapour qui est officieuse mais connue de tous finalement et qui facilite énormément de choses, qui est un peu un pont financier justement entre la Russie, la Chine, les Émirats. Monnaie qui n'est pas arrimée au dollar, système bancaire très, très bien huilé, grand respect de la propriété privée. Donc vous avez des zones comme ça qui vont profiter de l'industrialisation et qui vont être un peu les structureurs financiers de toute la zone aussi. Vous savez, l'Afrique, donc là, l'Afrique qui va continuer quand même à devenir de plus en plus autonome et à s'industrialiser un petit peu avec là aussi le concours de la Russie, la Chine. Et puis l'Europe, par contre, tout coûte très cher, l'architecture fiscale n'est pas adaptée à l'industrialisation, le coût de l'énergie, sans même parler de ce qui s'est produit il y a quelques semaines, là, une semaine ou deux au Portugal ou en Espagne. Mais le système énergétique est compliqué en Europe. On importe un blackout total. Voilà. Mais vous savez qu'on importe énormément de gaz naturel liquéfié de Russie, toujours, en France, et qu'on fait des exceptions pour accorder SWIFT à Gazprom Bank, en l'occurrence, parce que sinon, on ne sait pas que faire, quoi. On se retrouve. On a dit on va priver les Russes de SWIFT, on va plus importer de GNL. Finalement, on en fait venir par l'Inde, mais on en fait venir aussi très directement depuis la Russie. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin. Et là, c'est la Commission de Bruxelles qui fait une exception, qui dit bon, on accorde SWIFT à Gazprom Bank parce que sinon on n'a plus d'énergie. Et voilà. Mais y compris même sur. Vous regardez toutes les chambres de compensation, on les a privés, les Russes, de SWIFT. On ne les a pas privés de toutes les chambres de compensation pour pouvoir opérer sur le marché d'échange,
Parce que sinon, ils nous auraient absolument plus rien vendu comme produit énergétique si on ne pouvait plus convertir du rouble, même eux, s'ils ne pouvaient pas se débrouiller individuellement pour convertir du rouble par différents biais. On n'avait plus l'énergie russe et on était grillé en Europe. Donc réellement, les deux gros problèmes aujourd'hui pour l'Europe, mais il faudrait les solutionner, mais il faudrait prendre le pouvoir pour ça, mais on n'y est pas, c'est trouver des solutions et les appliquer pour l'approvisionnement énergétique, donc par décision politique évidemment et de business, et sur l'architecture fiscale dans un premier temps pour pouvoir permettre à nouveau aux entreprises de s'installer ici et voire même de rapatrier des capitaux. Si vous prenez le pouvoir en Europe aujourd'hui, en France, parce que finalement ça serait pas, voilà, la logique européenne elle n'est pas terrible, hein, sincèrement, mais si vous reprenez le pouvoir en France, la première des choses que je ferais moi si j'arrivais au pouvoir, c'est l'inverse de ce que fait le ministre de l'économie aujourd'hui, c'est de rassurer les entrepreneurs pour qu'ils rapatrient leurs capitaux, ce que fait Trump aux USA. Et ce qu'il avait fait en 2015, qu'est-ce qu'il fait? Il vous dit on va pas imposer les capitaux rapatriés, donc vous avez une forme de rassurance par rapport à la nation qui fait que vous allez, mais quand je vois Jordan Bardella qui poste 2-3 tweets en disant produire, voilà ce qu'il faut faire, un peu en paraphrasant Donald Trump, mais on est sur de la caricature du réchauffé et finalement on s'aperçoit que ce candidat en l'occurrence déclaré et cette catégorie de politiques n'ont rien compris aux logiques de business ni aux logiques de l'époque qui doivent être beaucoup plus cash. Aujourd'hui en France, il faut refondre totalement l'architecture fiscale, instaurer des structures qui permettent aux entreprises de payer un minimum de taxes et surtout qui incitent les citoyens français, les entrepreneurs, à rapatrier leurs capitaux sur le territoire. C'est la logique de tous les pays qui fonctionnent aujourd'hui. C'est ce qui a sauvé la Russie d'ailleurs, le rapatriement des capitaux. Trump avec un impôt sur les sociétés qui va baisser de 21 à 15. Exactement. Et qu'il avait fait lui-même baisser de 35 à 21%. Il veut même supprimer l'impôt sur le revenu pour le remplacer par les taxes sur les importations. Grand sujet là-dessus. Compliqué parce que moi j'ai une théorie là aussi très qui rassure les entrepreneurs et il rassure les salariés en même temps. Oui, c'est un peu ça, mais je pense qu'il y a une forme d'élite mondiale dirigeante également qui avait bien compris, quoi qu'il en soit ces dernières années, qu'il allait être de plus en plus difficile de lever l'impôt. On ne lève pas l'impôt en 2025 ou encore moins en 2040 comme on le levait en 1960. 1960, c'était très simple. 2000, on va dire que c'était même un peu l'apogée parce qu'il y avait des contrôles finalement numérisés, mais on n'avait pas accès en tant que citoyen ou entreprise à la numérisation, on ne pouvait pas frauder. Aujourd'hui, vous pouvez frauder de tous les côtés. Moi qui ai toujours côtoyé des gens plus âgés que moi, je vois aujourd'hui que les gens de ma génération ne payent pas d'impôts, ils ne veulent pas en payer, ils trouvent des solutions. On parle on s'accommode finalement, voilà, on assouplit de l'optimisation fiscale. De l'assouplissement. Et par contre, les personnes qui ont 60-70 ans continuent à payer des impôts. C'est une forme de tradition, en quelque sorte, c'est très psychologique. Donc, les gouvernements mondiaux avaient compris qu'il allait être dur de lever l'impôt et qu'il valait mieux lever l'impôt à la source également sur toute la part du commerce international, pour ainsi dire. Les droits de douane, c'est ça. Hein. Moi, ça fait un moment que je dis, qu'est-ce que les droits de douane ? C'est l'impôt à la source du commerce transfrontalier, tout simplement. Ça va pas plus loin que ça. C'est-à-dire que si c'est pas le consommateur qui paye son impôt ensuite, on n'a plus à le contrôler, l'impôt a quand même été levé. Mais ça se répercute après, puisque les droits de douane, évidemment, sont inflationnistes sur le prix des biens consommés. Donc c'est un impôt à la source. Donc il y a ce volet-là, à mon avis, chez Donald Trump. Et puis après, je pense qu'il y a aussi une forme de bon sens, mais ça c'est très, très humain pour ainsi dire, ça relève vraiment de l'homme en particulier, mais comme chez Vladimir Poutine, hein, c'est pas seulement la dimension politique, c'est que je crois c'est des hommes qui ont connu l'avant-mondialisation, quoi. Alors, il y a ça, mais il y a aussi, voilà, Donald Trump est quand même très concret, c'est un businessman, on voit que c'est quelqu'un de très physique également, qui a beaucoup d'ego, qui aime le montrer, il y a un côté presque parfois enfantin justement chez Donald Trump, mais c'est ce qui fait son charme, hein, en toute hétérosexualité, je précise, mais c'est ce qui fait le charme du personnage, justement. Et c'est ce qu'il y a chez Vladimir Poutine également. Et c'est ce qu'il n'y a peut-être pas chez Emmanuel Macron, par exemple, ou chez Ursula von der Leyen. Mais ça n'a rien à voir avec la vie privée. Je veux dire par là que vous avez une catégorie, justement, de gens très woke, c'est ce qu'on appelle le wokisme. Pas seulement de génération, mais de mentalité, parce que je vois chez des gens de ma génération également, qui disent finalement on va arrêter le massacre, on revient à des logiques de business, économie réelle, et le dégonflement des marchés, par exemple, par l'attitude de Donald Trump, c'est aussi, il y a un moment où il faut finalement que ce soit l'économie réelle qui reprenne le dessus, pour entretenir même le système.
des droits de douane états-uniens à l'égard de la Chine, entre 135 et 145% aujourd'hui, qui peuvent monter même à 245 sur certains secteurs. Ouais. Donc les États-Unis ne font bien plus de commerce avec la Chine. La Chine va donc devoir exporter ses marchandises ailleurs qu'aux États-Unis, donc en Europe. Donc comment ça va se passer pour nous en Europe, ces marchandises chinoises qui vont nous arriver dessus? Alors, ce qui est compliqué, c'est qu'on a eu beaucoup de marchandises chinoises ces dernières années de mauvaise qualité et à bas coût, et qu'aujourd'hui, on va avoir les marchandises chinoises de bonne qualité, mais très chères. Donc, on n'aura jamais profité finalement de l'industrialisation chinoise en Europe parce qu'on a de mauvais dirigeants politiques. Justement, c'est le gros problème. On a laissé le marché européen et les foyers européens, les ménages justement, être inondés par des produits chinois de très mauvaise qualité. C'était comme ça, c'était pas cher. Et aujourd'hui, vous allez avoir finalement une BYD qui coûte 10-12 000 en euros, hein, si on fait la parité, et qui est excellente facture. Hein. Vous regardez les Zeekr chinois, qui se trouvent beaucoup en Russie d'ailleurs, les Zeekr qui ressemblent des monospaces Zeekr 009 chinois qui ressemblent à des formes de Range Rover ou de Mercedes Vito, mais très bien aménagés à l'intérieur. Vous croyez dans une Rolls-Royce, le 4x4 Rolls réellement, et vous payez ça 90 000 €. Ben vous allez le payer justement le prix pas de la Rolls, mais du Range à 200 000 ici, parce que vous allez avoir des droits de douane. Ça aurait peut-être été pas mal de profiter aussi en Europe d'avoir de la bonne qualité chinoise aujourd'hui. Et de rester par contre concurrentiel, parce que si tous les équipementiers, donc les Forvia, mais tous les constructeurs également européens automobiles, ne peuvent pas rivaliser, c'est pour quelle raison? C'est à cause de l'architecture fiscale et de l'approvisionnement énergétique. Mais sinon, les ingénieurs, on les avait, on était en capacité de perpétuer au-delà de la transition. Et on a préféré tout casser. Donc le drame est réellement là, c'est qu'aujourd'hui, vous allez avoir des Chinois justement qui vont exporter ici, qui vont prendre des parts de marché. BYD s'installe de plus en plus en Europe. Mais vous n'allez pas profiter finalement du BYD à bas coût si vous êtes consommateur européen. Et d'un point de vue global, on me dit oui, les Chinois, s'ils exportent pas aux États-Unis, vont peut-être vendre beaucoup en Europe. Est-ce que le marché va pouvoir le supporter? Finalement, je doute. Hein. Quand je vois les ventes de voitures neuves en Europe... L'avenir de la monnaie européenne, dans ce contexte-là, avec des marchandises chinois qui vont nous tomber dessus, ça va être quoi? La monnaie européenne, quoi qu'il en soit, m'intéresse très peu, parce que c'est une monnaie... c'est un sujet passionnant, hein, par contre, je veux dire, mais m'intéresse très peu comme monnaie, parce qu'on ne sait pas ce qui peut lui arriver. C'est le gros problème de l'euro. Le problème d'une monnaie aujourd'hui, si je regarde par exemple le dollar, je sais ce que c'est, et le dollar ne va pas s'effondrer, parce qu'il ne peut pas s'effondrer. Il y a une logique, alors sur le court, moyen terme, hein, sur le long terme, tout le monde en a besoin, donc c'est pas possible que ça pète. Tout le monde en a besoin pour le moment, et vous avez justement beaucoup de pays aussi qui sont en lien étroit avec le dollar et qui font partie du monde presque adversaire, justement, ce qu'on appelle le Sud global, donc que ce soit Hong Kong par exemple, comme place financière, ou aussi Singapour, le Moyen-Orient, tout ceci. Et le yuan, sur le moyen long terme, finalement, ça pourrait prendre de la valeur qui reposerait, quand je parlais de monnaie de business sur le yuan, mais ça ne veut pas dire qu'il faut épargner en yuan aujourd'hui, hein, pour le moment, parce que le volume monétaire peut fluctuer d'une façon assez brutale en Chine. Mais sur le moyen long terme, c'est une monnaie qui va prendre de la valeur finalement parce qu'elle va être une monnaie d'échange. Si elle n'est pas déjà aujourd'hui, c'est simplement par contrôle des capitaux chinois. Le yuan pourrait être beaucoup plus fort réellement si les Chinois l'avaient voulu. Mais il y aurait un risque justement de fuite de capitaux parce que le système, c'est là la seule part communiste, on va dire, des Chinois, et c'est pas une part communiste en quelque sorte, c'est une part, protectionniste, illibérale, là c'est le cas de le dire, donc oui, un peu communiste, mais pas au sens marxiste où on met tout en commun, mais qui dit c'est la nation avant tout, mais ce que les Russes savent faire d'eux-mêmes, en quelque sorte. Les Russes sont Russes avant tout. Ils ont leur langue, ils aiment la Russie, ils se sentent Russes. Ils ont une identité. Ils ont une identité. Les Chinois aussi, mais enfin, aujourd'hui, ils ont tellement de capitaux qui partiraient peut-être tellement à l'extérieur que ça pourrait faire des fluctuations assez dérangeantes sur leur monnaie. Mais si les Chinois voulaient avoir une monnaie beaucoup plus forte aujourd'hui, ils mettent fin justement à tous ces contrôles aussi stricts de capitaux et ça change énormément. Alors que sur le dollar, c'est totalement différent. Mais la seule vraie monnaie en quelque sorte aujourd'hui, ça reste le dollar. Hein. Avec des Emmanuel Macron et des Ursula von der Leyen qui sont à la tête de l'Union européenne et qui continuent dans leur logiciel de mondialisation à contre-coup
courant dans un monde qui se démondialise, dans un monde qui veut mettre à bas la financiarisation. Quel va être l'avenir des populations européennes qui sont gouvernés par ces gens-là? En fait, c'est pas qu'ils se démondialisent réellement, c'est qu'ils se définanciarisent et qu'ils se déstructurent, ou qu'ils se déstructuralisent, s'il devait y avoir un néologisme. Pourquoi ? Parce que la mondialisation, aujourd'hui, comme je le disais précédemment, on n'a jamais tant voyagé, tant commercé avec l'extérieur, on n'a jamais tant communiqué de pays en pays. Ouais, c'est la mondialisation, mais le mondialisme, l'idéologie mondialiste. Ce qu'on avait appelé le mondialisme, comme ce qu'on avait appelé l'antimondialisme, l'altermondialisme. On considérait que l'altermondialiste, ça devait être forcément le gauchiste, entre guillemets, qui allait repartir dans sa campagne en disant « Non, j'aime pas l'argent, il faut élever des chèvres, dans les convois nucléaires. » Voilà, c'était un peu ça. Et là, on s'aperçoit que finalement, globalisation au sens de la gouvernance qui prend le pas sur le business, sur la vie des affaires, ben c'est un businessman et c'est Donald Trump, avec l'homme le plus riche du monde, donc qui était quand même des globalistes aussi à la base, donc des mondialistes, qui la font. Donc la définition du mondialisme, il vaut mieux ne pas en parler parce qu'on ne sait pas ce qu'est le mondialisme, on ne peut pas le dire réellement, on ne sait pas ce que va être la fin de ce qu'on appelle la mondialisation. Moi, je pense au contraire qu'il y a deux solutions. Alors évidemment qu'en Europe, on va vivre des temps difficiles. C'est pour ça qu'il faut quand même avoir un pied dehors aussi si on veut avoir une vie sympathique, entre guillemets, parce qu'on va vivre des temps très difficiles. L'Europe est accaparée. Il y a plusieurs milieux, mais c'est le cas dans différents pays. C'est le cas en France, on le voit bien. Vous n'arrivez plus à être député aujourd'hui parce que vous avez un peu de bon sens politique ou économique ou parce que le peuple vous veut. C'est simplement parce que le milieu est ainsi fait. Vous avez des groupes... Ce qui est assez singulier d'ailleurs, c'est qu'aujourd'hui, vous avez finalement des groupes politiques d'ailleurs qui jusqu'à présent étaient quand même un peu les bras forts aussi d'une forme de bourgeoisie et qui vont à l'encontre de la descendance de l'aristocratie, qui est très libérale, et ça, c'est quelque chose que j'ai jamais vu jusqu'à présent. Donc vous avez des personnes comme François Rebsamen, par exemple, je ne fais pas d'attaque ad hominem, mais je veux dire, qui viennent de la Ligue communiste révolutionnaire, et qui se sont mis en col blanc, on les prend pas pour des bolcheviks au premier abord. On ne dit pas François Rebsamen, mais ces gens-là ont une obsession, quand même très claire, c'est de mettre fin à la propriété privée, à la liberté, et réellement de dire nous allons monter une structure politique qui permettra de décider où vont les investissements. Donc ça s'appelle le communisme au sens négatif du terme, pas le marxisme d'ailleurs, mais le communisme dans ses heures sombres. On va décider de ce que nous allons payer avec votre force. C'est le capitalisme de connivence. C'est pire que ça, il n'y a plus de logique capitalisme, il y a un dirigisme qui est tel que vous allez à l'encontre de la logique de marché. Vous avez un marché qui est totalement dirigé. C'est le cas justement sur le logement social, sur l'écologie moderne, et tous ces gens-là gouvernent un petit peu l'Europe aujourd'hui. Et ils ne gouvernent pas la Chine, ils ne gouvernent pas le Moyen-Orient, et encore moins les États-Unis. Donc l'Europe va vivre des heures sombres pour répondre à la question. Est-ce que spécialement c'est l'Allemagne, avec sa grosse industrie qui comptait toujours pouvoir exporter ses voitures, entre autres, qui va le plus souffrir de ce qui nous attend? L'Allemagne, c'est déjà fini. En effet, il y a des pays comme l'Italie qui vont s'en sortir quand même assez bien, comme je le dis régulièrement, parce qu'il y a une logique d'exportation qualitative. Pour l'Allemagne, on voit bien que d'ailleurs le conflit avec la Russie a été catastrophique parce que toutes les machines-outils, la puissance de l'Allemagne, c'était quand même les machines-outils, dont le succès d'ailleurs, il faut quand même le rappeler, des machines-outils allemandes reposait aussi sur l'hégémonie, mais c'est l'image de marque, ça aussi, de la voiture. C'est parce que Bavaria, exactement, non, parce qu'il y avait Mercedes et toutes les Sonderklasse, les années 60, 70 plutôt, et ensuite les BMW qui ont été des succès mondiaux, BMW et Mercedes, ça veut dire quelque chose, comme Hollywood a voulu dire quelque chose, et cette hégémonie, par exemple, d'Hollywood aux États-Unis, qui a largement favorisé d'une façon parallèle les USA, l'hégémonie dans la même logique de BMW et de Mercedes a largement favorisé la machine-outil et l'électroménager allemand, plus finalement que ce que la qualité réellement de la machine-outil ou de l'électroménager allemand aurait justifié les exportations. Mais là, en perdant ça, ils perdent tout aujourd'hui, et puis ils ont perdu des marchés, évidemment, sur toute la Russie, tout le monde de toute l'Asie, toute cette partie-là. Tom Benoît, vous entendez un Emmanuel Macron qui nous raconte matin et soir qu'il veut réindustrialiser la France.
Faites-lui une leçon, s'il vous plaît. Je me porte volontaire, oui, non, mais le problème avec Emmanuel Macron est que j'ai l'impression qu'il s'adresse finalement à une partie de la population qui, quoi qu'il en soit, n'a pas compris et ne cherche pas à comprendre. Donc le débat avec Emmanuel Macron serait très compliqué aujourd'hui parce qu'il y a aussi une baisse de niveau qui est dramatique en France, mais dans tous les pays occidentaux. C'est que finalement, on est 70 millions de Français, pas de francophones, mais de Français, mais je pense que des gens qui raisonnent réellement, qui réfléchissent, qui ont une volonté de restructuration de l'identité nationale, de bien vivre également et de création de richesse ici, et même de réflexion en tout genre, il doit y en avoir 10 millions au maximum. Donc ça veut dire que le pourcentage, et Emmanuel Macron parle au reste de la population. Donc ils ne sont pas qualitatifs, ceux-là, mais en nombre, ils sont c'est assez conséquent. Donc malheureusement, voilà, il suffit d'avoir une annonce, je veux industrialiser, et par la suite, je crois que les médias également sur lesquels Emmanuel Macron fait ses annonces ne font pas leur travail de chronique lorsque les projets dans la batterie, par exemple, tombent totalement à plat et que les projets d'industrialisation sont abandonnés, que tout ce qui reste finalement, c'est des marchés extérieurs qui sont pris. Par Amazon parfois d'ailleurs, et par d'autres groupes, par Uber, ce qui n'est pas le cas pour les pays protectionnistes, comme les États-Unis bien sûr, parce que le marché intérieur est très important. Encore plus aujourd'hui lorsque vous avez finalement là aussi des communications très rapides, on parle régulièrement de la parité de pouvoir d'achat, parce que le principe même de monnaie faible et de monnaie forte, il est un peu terminé, il est un peu désuet parce que les prix s'équilibrent très vite aujourd'hui. Auparavant, vous avez des pays sous-développés, l'Inde, donc là on prendra un autre pays sous-développé aujourd'hui puisque l'Inde n'est pas sous-développée, mais vous aviez finalement des prix qui étaient beaucoup moins élevés réellement sur la plupart des produits en Inde par rapport à l'Occident. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas un ajustement immédiat entre les prix locaux et le dollar et le franc et les marques. Il y a encore des personnes qui pensent que la Russie est au stade des années 90, alors que justement, Russie, en parité de pouvoir d'achat, ils sont au niveau de l'Allemagne. Mais ils sont même plus, ils sont plus élevés que la France. Et aujourd'hui, si vous achetez par exemple tous les produits en PIB, luxe, ils sont au niveau de l'Espagne, mais en parité de pouvoir d'achat, Allemagne. Absolument. Alors le PIB russe, il ne veut rien dire réellement, parce que c'est une économie intérieure. Vous regardez Amazon, par exemple. Qui utilise Amazon en France ? Tout le monde. Qui utilise Amazon en Russie aujourd'hui ? Personne. Ils ont Ozon, qui est russe. Qui utilise Le Bon Coin, qui n'est pas français en France ? Tout le monde. Là-bas, ils utilisent Sian, et ils font leur paiement. Qui utilise Visa ou Mastercard américain ici ? Tout le monde. Là-bas, ils utilisent Mir, qui est russe. Donc ça veut dire que dès qu'il y a la moindre transaction en Russie, il y a un Russe qui gagne. Donc vous avez une économie qui est fermée. Déjà, à partir de là, cet échange de monnaie fait qu'il y a une capacité de faire fonctionner l'économie et de faire fonctionner le pays. Donc les fluctuations, là aussi sur votre sujet, sur les monnaies, vont s'équilibrer très rapidement aujourd'hui. Donc ce qui est intéressant, ça va être les fluctuations assez brutales. Par exemple, si le dollar baisse d'une façon brutale, en effet, vous allez avoir, parce qu'il n'y a pas un réajustement immédiat des prix, y compris par les grands groupes. Dès qu'il y a une fluctuation, par exemple, sur le dollar, Apple ne dit pas on va vendre l'iPhone plus cher ou moins cher. Donc à partir de là, vous avez une capacité pour l'extérieur à acheter à bas coût. Donc vous êtes favorisé. Mais ça, c'est très ponctuel parce que les prix s'équilibrent beaucoup plus vite qu'avant. Là aussi, par rapport au numérique et demain à l'intelligence artificielle aussi, à tout ça. Pour terminer et conclure avec vous, Tom Benoît, qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur la formation de ce nouvel ordre économique mondial voulu par Donald Trump ? Je crois que Donald Trump a compris que les États-Unis, tels qu'ils étaient partis, allaient perdre le contrôle, a compris ce que j'explique, c'est-à-dire que l'industrie et le business vont reprendre le contrôle. L'industrie, pourquoi ? Parce qu'elle est nécessaire et qu'on ne peut pas y échapper, parce que le business également, finalement, est nécessaire et qu'on ne peut pas toujours contrôler l'ambition qui est étroitement liée au business des personnes qui évoluent dans une nation et dans le monde, et qui voulaient être passionnément compétitifs et qui voulaient faire, c'est le fameux « Make America Great Again » des États-Unis, une grande nation, et je pense qu'il réussit. Et je regrette qu'on ne réussisse pas en Europe, et même pire que ça, qu'on ne le veuille pas, et qu'on ait des dirigeants aujourd'hui que je perçois réellement, je le dis, en assumant mes propos, comme des personnes qui osent s'afficher finalement par leurs actions, parce qu'ils en sont quand même responsables, comme étant les ennemis même de leur nation, et pas seulement de leur peuple, mais y compris des grands groupes, des institutions, et qu'on est en train de désacraliser tout ce qui faisait la grandeur de l'Europe. Donc voilà, je suis très admiratif de ce que fait Donald Trump, je comprends ce que fait Donald Trump, mais je comprends pas. Est-ce que c'est comme si on pouvait dire que Donald Trump, au final, a rejoint les BRICS ?
Non, alors ça, pas du tout, parce qu'au contraire, même finalement. Donald Trump, les BRICS déjà, c'est encore plus profond que ça, parce que c'est le Sud global. Parce que c'est pas eux qui vont en souffrir de ce que est en train de mettre en place Donald Trump. Attention, parce que finalement, il va être quand même plus difficile aujourd'hui pour la Chine de prendre la place qu'elle voulait, comme on parlait souvent d'un bras de fer, finalement, où la Chine allait un peu tout diriger, si les États-Unis redeviennent quelque peu ce qu'ils étaient précédemment. Non, il fait pas. Ça va être beaucoup plus diffus que ça. Ce qu'on a du mal à comprendre aujourd'hui, c'est qu'il va y avoir énormément de systèmes polarisés, alternatifs. Donc le géant tel qu'on a connu le géant américain qui donne c'est terminé, mais il n'y aura pas un nouveau système. C'est pour ça que je ne parle pas de nouvel ordre mondial, il y a un nouveau désordre mondial. Soit on vit une longue période, ce que je regretterais, parce que normalement mes 20 bonnes années, elles sont maintenant, là, pendant les 20 années qui suivent, et je voudrais bien que le monde se porte plutôt bien, mais soit... C'est la fin de l'uniformisation, en réalité. Soit les États, soit les dirigeants politiques arrivent réellement par la militarisation également, par la force, par les sanctions financières, y compris sur les populations, à brider la bonne évolution du monde, soit c'est le business qui reprend le contrôle, et par extension, comme le business est toujours lié au bon sens, parce que le bon sens finalement c'est quoi? C'est la pulsion. Vous voulez quelque chose, vous êtes prêt à payer pour... Je dis souvent aux entrepreneurs que je conseille quand ils font des levées de fonds, tant qu'on ne vous a pas payé, c'est que votre idée vaut rien. Si votre idée vaut quelque chose, si elle valait quelque chose, vous auriez réussi à faire une facture, vous auriez réussi à convaincre des investisseurs. Et c'est la beauté du business, c'est que normalement, s'il y a une logique, elle est assumée par le marché. Et là, aujourd'hui, c'est plutôt les politiques qui brident cette logique. Donc, soit le business reprend le contrôle, et par là aussi l'écologie, mais au sens très concret du terme, soit c'est le politique qui garde le contrôle, et par la militarisation des choses qui bride cette évolution. Le business est de retour. On a bien compris cette théorie avec vous, Tom Benoît, je rappelle, et je conseille à nos téléspectateurs la lecture de votre magazine, Géostratégie Magazine. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir, Tom Benoît, c'est toujours un plaisir. Et quant à nous, je vous précise également, je l'oublie, que vous avez tout de suite rendez-vous avec la chronique économique et financière de Philippe Béchade, et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine. À bientôt. Salut. Bonjour et bienvenue pour ce rendez-vous hebdomadaire d'analyse de l'actualité économique et géopolitique. En mode affranchi, je salue tous les abonnés de TV Liberté pour cet épisode que je vais intituler « Les pannes du renouvelable ont vocation à se renouveler ». Alors, ce n'est pas être oiseau de mauvais augure que de prétendre que le grand blackout qui a frappé l'Espagne le lundi 28 avril ainsi que le Portugal risque de se reproduire. Et oui, on a l'air de découvrir que lorsqu'on passe un certain pourcentage de production d'électricité avec des sources alternatives, ce qu'on appelle le renouvelable, mais que derrière, il n'y a pas de pilotable pour faire face à une chute, par exemple de production des éoliennes ou des champs de panneaux photovoltaïques, on n'est plus capable d'équilibrer le réseau. Alors en fait, on devrait être capable de le faire parce que tout est interconnecté. C'est-à-dire que si d'un seul coup, il y a un gros nuage au-dessus de l'Espagne, eh bien on doit être capable d'importer un peu d'électricité de France pour maintenir le réseau à son niveau de tension optimale. Mais pour le 28, là, on essaie de nous faire croire qu'il y a eu un événement météorologique, que d'un seul coup, le photovoltaïque a cessé de produire. En fait, il y a eu pratiquement une chute de 60% de la production. Non, le soleil ne s'est pas éteint à midi le lundi 28 avril. Pas plus que les éoliennes ne se sont arrêtées de tourner. Il y a probablement eu ce qu'on appelle un problème logiciel. Ça fait des années que l'Espagne, surtout l'été, et quand les journées sont très longues, tourne pratiquement au photovoltaïque à 60 ou 65%, plus un peu d'éolien. Donc le problème, ou plutôt le cas de figure, n'est pas nouveau et il n'était pas du tout extrême par rapport à des situations antérieures de ce qu'on a pu connaître
en Espagne et au Portugal. Donc il faut se tourner vers le problème logiciel. On s'est empressé de nous expliquer que oui, il fallait exclure l'hypothèse d'une cyberattaque ou d'un sabotage. Bon, ça c'était le discours officiel. Derrière, on apprenait qu'effectivement une enquête était lancée pour savoir s'il n'y avait pas justement eu un sabotage des logiciels. Parce que ça fait très longtemps qu'on gère des situations parfois beaucoup plus extrêmes. D'un seul coup, on peut avoir des énormes orages sur l'Andalousie, on peut avoir une chute du vent au nord de l'Espagne. Il y a des phénomènes météorologiques beaucoup plus brutaux que ceux qui se sont produits le 28. Alors après ça, on nous explique aussi qu'il peut y avoir des problèmes de surtension parce que l'Allemagne, lorsqu'elle produit trop de photovoltaïque, l'expédie vers la France. Qu'est-ce qu'on en fait? Mystère, a priori, pas grand-chose. Et puis l'Allemagne, en revanche, eh bien, elle peut récupérer ces térawatts qu'elle nous envoie quand nous n'en avons pas besoin, quand elle, par contre, a besoin l'hiver de compléments, lorsque les éoliennes sont à l'arrêt et que le jour tombe à 16h30 dans la région de Hambourg. Or, cet hiver 2024-2025, à plusieurs reprises, les Allemands se sont retrouvés dans un véritable trou noir de renouvelables. Il n'y avait plus une éolienne qui tournait en mer Baltique ni dans la forêt noire. Et avec une luminosité extrêmement faible, le photovoltaïque produisait 3% de sa capacité. Et ce qu'ont fait les Allemands, bien sûr, ça a été de rallumer des centrales au charbon, des centrales au gaz, et importer du nucléaire de la France. Et puis quand ça se retourne et qu'il y a trop d'électricité, eh bien là on ne sait plus quoi en faire et paraît-il que ça coûte même on peut pas la stocker, hein, donc de la disperser, je ne sais pas de quelle façon, mais quand on produit trop, ça devient coûteux alors que ça devrait au contraire devenir de l'électricité bon marché pour recharger son véhicule électrique ou pour faire fonctionner les usines. En fait, on n'a pas du tout pensé à récupérer le courant excédentaire pour fabriquer, par exemple, une ressource comme l'hydrogène liquide. Bon, il faut de l'électricité pour électrolyser l'eau. On se récupère ensuite un carburant facile à stocker. C'est pas comme des grosses batteries au plomb pour stocker l'électricité. Là, on a de l'hydrogène que l'on peut réutiliser la nuit quand, évidemment, le renouvelable ne produit rien. Mais non, on n'a absolument pas pensé à créer ce genre de filière. Autrement dit, on continue de manquer d'électricité la nuit, on continue de faire du charbon en Allemagne et on continue de nous facturer les surplus d'électricité l'été quand ça ne se transforme pas en blackout comme en Espagne et au Portugal. Bref, la gestion de l'énergie en mode européen, c'est une véritable catastrophe. Et en France, on n'est pas prêt de revenir dessus, car le gouvernement nous explique benoîtement que si on devait baisser le coût du kilowatt facturé aux particuliers, eh bien, ça ferait disparaître des recettes de TVA dont l'État a désespérément besoin. En réalité, l'État se gave deux fois. Un, sur la TVA. Deux, quand on surfacture l'électricité, EDF réalise des bénéfices, l'État l'ayant nationalisé, c'est de l'argent qui tombe directement dans sa poche. Alors évidemment, l'histoire de la TVA, c'est une fable, parce que si vous réduisez le coût de la facture d'électricité, les ménages vont pouvoir aller consommer autre chose, autrement, et qui dit consommation, dit recette de TVA. Donc c'est juste que la TVA ne sera plus versée directement à l'État, mais sera versée à des prestataires de services, à des entreprises qui produisent des choses, mais on a l'impression que le gouvernement s'en fiche complètement qu'en France, on produise des choses et que les entreprises continuent de faire faillite à un rythme de plus de 5000 par mois, et en grande partie parce que les particuliers n'ont plus les moyens de consommer, de faire des aménagements chez eux. Donc les artisans n'ont plus de travail et quand on leur en donne, eh bien, quand il faut faire fonctionner son atelier, c'est avec une électricité à un coût absolument prohibitif. Bref, l'Europe s'en faire et se tire elle-même une balle dans les pieds, dans les genoux, et à aucun moment on a l'impression que l'on va aller vers une solution. Nous avons conçu à votre attention un rapport spécial que vous obtiendrez gratuitement en cliquant dans le lien en description de cette vidéo.
un rapport spécial qui analyse toutes les conséquences économiques, financières et patrimoniales. Et bien sûr, ce rapport vous offre également des mesures, des initiatives à mettre en place très rapidement pour protéger votre épargne, celle de vos proches. Tout ça donc dans un rapport gratuit que vous obtenez en cliquant en bas de cette vidéo.